Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il faut que je me débarrasse de cette vidéo parce qu'elle me pollue mes autres scripts. Alors, je voulais attaquer la colorimétrie du Z50 et du Z6 II et puis j'ai lu un article sur Chasseur d'images sur le Z6 II et j'ai voulu vérifier quelque chose qui me trottait dans la tête. Est-ce que les spécifications avancées par les journalistes et que l'on met sempiternellement en avant sont de bons arguments et nous concernent? Alors, comment lire une fiche technique? Eh bien, tout simplement, je vous conseille une grille de lecture. Qu'est-ce qu'une grille de lecture? Eh bien, vous vous dites, voilà, je suis photographe, je suis vidéaste, et donc, à partir de là, vont en découler certaines choses. Vous êtes vidéaste? Alors peu importe que la rafale du Z6 II soit bridée par le buffer à 200 photos, à raison de quand même 14 images par seconde en 12 bits qui se réduisent à, je crois, 141 ou 121, je ne sais plus, photos en 14 bits. Personnellement, j'ai réduit la possibilité de faire des rafales à 56 vues. Ce qui est déjà, de mon point de vue, beaucoup. Par contre, une chose qui est intéressante si vous êtes vidéaste, c'est la stabilisation 5 axes. Et ça, on ne la met pas en avant. Les autres boîtiers, est-ce qu'ils ont la stabilisation 5 axes? Je ne sais pas. Lumix avec son GH5, oui, j'en ai eu un. Donc je vous confirme qu'effectivement, il était stabilisé 5 axes. C'est génialissime. Vous pouvez faire des vidéos à main levée, comme ça, sans quasiment avoir de bouger. C'est extraordinaire. Est-ce que les 60 images par seconde de la 4K peuvent vous intéresser? Je dirais que au niveau de la netteté, ça n'apportera pas grand-chose. J'ai déjà commencé à faire des tests en passant du Z50 au Z6 et très bientôt en passant à la 4K 60 images par seconde pour voir s'il y a vraiment des différences. D'ailleurs, j'ai commencé un petit test là avec mes vidéos. À vous de me dire de quoi il en retourne. Si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Alors, pour la 60 images par seconde en 4K, ouais, c'est super sympa. On peut faire des ralentis vidéo en 4K, c'est génialissime. Mais très honnêtement, au fond de vous, est-ce que vous faites beaucoup de ralentis dans vos vidéos? Tel que je fais mes vidéos, imaginez-vous un ralenti. J'en vois pas l'intérêt. Alors ça peut intéresser des gens qui font du sport et pour décomposer un mouvement, on est d'accord. Mais autrement, est-ce que vraiment vous êtes intéressé par la 60 images par seconde, enfin la 4K 60 images par seconde? Faites-vous une grille et dites-vous la 4K 60 images par seconde, bof. Ou ah super, je vais enfin pouvoir m'éclater en faisant des ralentis. Par contre, on a la possibilité de faire 24, 25 ou 30 images par seconde. Ça, c'est assez cool. Le 24 images par seconde nous permettra de faire un peu des économies sur le stockage. C'est pas dédaigné. Vous êtes photographe? Alors franchement, la 4K 60 images par seconde, oh, c'est le cadet de vos soucis. Mais vraiment, la rafale de 200 images, ouais, personnellement, comme je disais tout à l'heure, je l'ai baissé à 56, parce que déjà 56 c'est énorme. Quand je pense que j'ai eu des boîtiers qui montaient à la vitesse fantastique de 6 images par seconde, alors vous imaginez 14 images par seconde. Et quand j'avais des appareils photo 6 images par seconde, je ne ratais pas beaucoup de photos. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir aussi déclencher au bon moment, hein. Pas avant et pas après. Sinon, il faut fourbir vos armes et remettre de l'ardeur sur l'ouvrage. Par contre, qu'un buffer accepte 200 photos, ça c'est cool, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir faire des rafales sans vous préoccuper de la capacité de votre buffer à accepter de nouvelles photos. Ça c'est plutôt cool, effectivement. Alors, si on veut plus,
Là, je vais vous mettre une photo tirée d'une vidéo sur les stats. Vous allez me dire si c'est une photo qui vous paraît pourrie par rapport à une photo que vous pourriez faire, vous, d'une manière générale. L'autofocus. Alors, dans les deux cas, vidéo et photo, l'autofocus est rapide. Je veux dire, j'ai vu une vidéo sur le net d'un modèle qui venait vers le photographe en courant et l'autofocus n'a pas décroché. Ça, c'est plutôt fort. Alors, qu'il soit moins rapide que les copains, ouais, ok, d'accord. Et alors, j'allais dire que quand on regarde l'article de chasseur d'images, le S1 et au niveau autofocus est un peu pourrave. Et bien que le Canon soit super génial au niveau d'autofocus, c'est pas l'un des meilleurs. Il n'y a aucun appareil photo hybride qui sorte du lot. Donc, pas d'angoisse là-dessus. Vous avez votre marque, et bien vous continuez, il n'y a pas de souci. La colorimétrie. Alors, aucun journaleux, terme péjoratif pour les journalistes, voilà, personne n'en parle. Pourtant, c'est super important. Pourquoi? Eh bien, ça vous évite la post-production ou d'avoir un minimum de travail à faire après avoir fait vos photos. C'est super important, ça. Ben, personne n'en parle. Personne ne met en avant « Ouais, Nikon a une colorimétrie d'enfer ». Non. Alors que c'est super important. Dans chasseur d'images, toujours, alors c'est pas une critique de chasseur d'images, hein, mais c'est simplement symptomatique des réflexes, enfin des automatismes pris par les journalistes d'être pourtant élogieux en disant que c'est l'un des tout meilleurs boîtiers, le Z6 II, mais pour autant avoir des connotations négatives. Il n'a qu'un buffer de 200 images, il n'a pas la 60 images par seconde pour la 4K, il n'a pas ceci, l'autofocus n'est pas le plus rapide, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Ouais, ok, d'accord. Alors c'est vrai que les journalistes ont dans leurs mains la plupart du temps des boîtiers de haute volée. Ouais, ok, mais bon, nous, on a un budget on n'a pas 50 000 € à passer par mois dans la photo, donc on fait ce qu'on peut. Alors, je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, je suis relativement circonspect quand je lis un article, d'autant plus maintenant avec le recul, parce que j'ai quand même quelques années de pratique, je prends du recul par rapport aux fiches techniques avancées par les journalistes. C'est vrai qu'ils ont eu entre les mains des boîtiers de haute volée, style l'Alpha 9 ou des choses comme ça. Le R5, le R6, oui, ok. Mais en ce qui me concerne, j'ai 12 optiques. Un 50 mm qui déchire, un 105 macro qui est pas mauvais du tout, et des optiques entre bonnes et excellentes. Quand on parle avec éloge d'un Canon que, par exemple, il fait d'un 8K, ouais, d'accord, ok. Sans doute, probablement, très certainement, mais j'ai aucune optique Canon. C'est ballot, hein. Donc le Canon, j'en ai rien à péter. Par contre, qu'on me dise si le Nikon ou un des Nikon a plus d'avantages qu'un autre, par exemple, si on fait un comparatif entre le Z50, le Z5, le Z6 ou le Z6 II, je ne parle pas du Z7, hein, parce que bon, 45 mégapixels, il faut des optiques d'enfer à mettre dessus. Là oui, ça peut nous intéresser. Votre grille de lecture doit en tenir compte. Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple l'article de chasseur d'images, pour en finir, il y a un test, un mini-test, hein, je veux dire c'est une roue, ce sont des roues avec l'autofocus, la colorimétrie, etc., etc. Le comparatif est fait avec un R6, un Lumix S1, un Sony Alpha 7 III. Eh bien, il n'y en a aucun qui sort du lot et qui soit meilleur que les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut lire une fiche technique avec notre grille de lecture. Si vous avez une mauvaise impression ou une bonne impression par rapport à un boîtier. Et puis, en tout état de cause, il faut tenir compte
de si vous avez des objectifs ou pas dans cette marque. Si vous débutez, bien évidemment, soyez ouvert et attentif à tous les arguments qui peuvent être émis. Sinon, si vous avez déjà des boîtiers, soyez circonspect dans la lecture de vos fiches techniques. Ce qu'oublient la plupart du temps les journalistes dans leurs tests, c'est que soit les photographes sont des vieux briscards et ont déjà du matériel, donc à la limite dire qu'un Canon a un autofocus plus rapide ou qu'il peut monter en 8K, bien j'allais dire que ça ils n'en tiennent pas compte. Donc dire qu'un autofocus est moins bon, ouais. Moi pour l'instant, j'allais dire pour l'autofocus, ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait des tests sévères, du style une voiture qui roule à 10, 50, 100 km/h et qui viennent vers vous et que l'on fasse des photos comme il faisait à une époque et pour tester l'autofocus et regarder combien il y a de photos nettes. Là oui, ce serait un test qui serait intelligent et qui serait significatif. Donc, dans mes tests sur la colorimétrie, j'incorporerai le D5600 pour contrebalancer l'excellence du Z6 II. Je vais prendre un peu de temps supplémentaire pour tester ces trois boîtiers en réel, c'est-à-dire non pas sur des mires, mais bon, sur des paysages ou des choses à photographier, pour faire un bon comparatif. Et pour faire un comparatif à l'aune de ce que je viens de vous dire. Nous sommes avec des boîtiers différents les uns des autres, et pourtant les différences ne sautent pas aux yeux. Soyons donc circonspects dans la lecture de nos fiches. Qu'un journaliste mette en avant une chose, oui, soit on peut être impacté directement, par exemple on est vidéaste et que on puisse avoir la possibilité de faire des ralentis 3 fois, ou qu'on soit photographe avec un buffer de plusieurs centaines de vues. Voilà les amis, je ne serai pas plus long. Je vais publier le plus vite possible cette vidéo. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos comme d'habitude. Merci de votre écoute et à très vite.